Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la grande review de WWE Royal Rumble 2025 qui a eu lieu la nuit dernière. Voilà, je tourne cette vidéo très tard, en fin de soirée. J'ai mis beaucoup de temps déjà à revoir le show et à l'analyser. Les Rumble, forcément, ça prend du temps. C'est toujours comme ça. Donc du coup, je tourne cette vidéo tardivement. Mais en tout cas, elle va sortir, voilà, là, en début de nuit. Voilà, j'espère que vous avez en tout cas passé un bon moment, hein, cette nuit. C'est un show qui a, de ce que j'ai pu voir, beaucoup partagé. Hein, certains ont adoré et d'autres ont détesté. Hein, il y a beaucoup de choix, effectivement, qui peuvent poser question. Là, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Là, vraiment, mais c'est vraiment un... Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment un show qui partage, en tout cas. Voilà, on va rentrer quand même dans le détail. Je vais vous présenter comme d'habitude le poster du show avec sa note globale et déjà un premier petit commentaire général sur ce que j'en ai pensé. On va commencer donc directement par le poster. Le voici. 3 étoiles 25, c'est donc la note globale que j'ai donnée à ce pay-per-view. Bon, malheureusement, et c'est devenu une mauvaise habitude, cette édition du Royal Rumble aura globalement déçu, alors qu'elle avait sur le papier, je pense, tout pour être une totale réussite et faire partie des meilleures éditions de l'histoire. Un match tag, victime du sacrifice, hein, de la place du mort, est déjà condamné à être anecdotique dans ce show, et avec une fin fort déroutante. Un Cody Owens plutôt solide, hein, mais qui aura péché sur quelques points, hein, l'empêchant d'être le banger absolu qu'il aurait pu être. Et enfin, 2 Royal Rumble aux qualités, je dirais, similaires, qui nous ont raconté quelques histoires, créé des émotions, teasé des choses intéressantes pour l'avenir, et mis en avant quelques visages, avec aussi quelques déceptions, hein, individuelles, et des éliminations étranges, mais aussi 2 choix de numéro 30 fort décevants, et certaines absences remarquées, mais aussi 2 Rumble avec des choix de vainqueurs fort différents, l'un étant, je dirais, fort attendu côté féminin, un choix prévisible, mais sûr, qui devrait permettre d'obtenir un bon match à Mania, avec le Star Power qui va avec, et d'un autre côté, un choix totalement venu d'ailleurs, imprévisible, hors des sentiers battus, et même pour moi, je dirais, la plus grosse surprise de l'histoire du Rumble, hein, tout simplement. 2 choix de vainqueurs différents en termes d'audace, certes, mais qui font tout de même parler des deux côtés, hein, certains n'aimant pas Charlotte Flair et sa propension à prendre un peu trop la lumière, hein, dès qu'elle est dans un ring, et d'autres, et j'en fais partie, qui trouvent le choix Jey Uso fort peu judicieux pour faire un main event de Mania. Bref, 2 Rumble matchs honorables dans ce qui a été proposé, qui finalement se retrouvent sur pas mal de points, qui avaient de bonnes choses à proposer, mais ont pu aussi dérouter par certains choix, par-ci par-là. Il est d'ailleurs drôle et paradoxal de se dire que le Rumble féminin a sorti une gagnante au Fort Star Power, tout en ayant proposé un plateau qui en manquait pas mal, contrairement à celui des hommes, qui était assez blindé niveau Star Power, mais qui a tout de même réussi à nous pondre un vainqueur qui n'en a pas le profil. Enfin, un show sans doute trop long, et avec trop de remplissage entre chaque match. 4h30, c'est bien trop, hein, surtout avec seulement 4 matchs. Un PLE qui divise, donc en tout cas, à en voir les notes sur Cage Match notamment. Il n'y a aucun consensus et ce sera vraiment à chacun d'y trouver ou non son compte. Personnellement, je ne dirais pas que j'ai détesté le show, bien au contraire, je l'ai même trouvé relativement décent, mais au vu des attentes affichées, je ne peux qu'être déçu du résultat proposé et de rester sur ma faim. J'attends bien plus d'un tel pay-per-view, qui est censé être, en tout cas qui est personnellement mon pay-per-view de l'année chaque année. Donc forcément j'ai des attentes. Un pay-per-view qui avait pourtant autant d'atouts en main, hein, pour tout exploser. Et malheureusement, on finit avec un pay-per-view qui est tout juste convenable et rien de plus. Voilà un peu pour le commentaire général. Maintenant, je vais vous présenter le graphique avec les notes des matchs dans l'ordre, et après on entrera dans le détail de chacun d'entre eux comme d'habitude. Voici le graphique, donc le rappel de la note globale 3,25, des notes assez compactes, hein, finalement. Le Royal Rumble féminin 3,25, le DIY MCMG 3,25 aussi, Rhodes contre Owens 3,75, le meilleur match de la soirée, même si c'est pas une énorme note, et enfin le Royal Rumble masculin 3 étoiles et demi. Donc voilà, comme je vous le disais, des notes très compactes. Et donc, voilà, il y a pas de vraie croûte et il n'y a pas non plus de banger absolu. C'est l'impression de retrouver encore l'analyse finalement de l'année
de l'année du côté de VVE pour chacun des pay-per-view. Hein. C'est un peu ce qu'on peut dire. Voilà, on va commencer tout de suite par l'opener, à savoir le Royal Rumble féminin. 3 étoiles 25 pour la note. À noter déjà que c'était cool, hein, que ce soit pour le Rumble féminin ou masculin, c'était cool quand même de voir un bandeau tout le long du match, avec le petit drapeau de la catcheuse et quelques stats à son sujet. Hein, puis des stats sur combien de superstars avaient été éliminés, combien étaient encore en course dans le ring, et quel serait le prochain numéro à entrer. Ça fait très sport, forcément. Et Lee Fitting, hein, l'ancien de chez ESPN, arrivé chez VVE en tant que chef média et production, ne doit pas y être étranger, hein, ça c'est sûr. Un bandeau donc, que j'ai trouvé toutefois un peu trop gros, hein, ça faisait un peu chaîne d'infos, d'autant plus que voilà, on a eu ce bandeau à l'écran durant tout le match. Hein. Donc fallait s'y faire. Io Sky et Liv Morgan donc, ont démarré le match, hein, ça permet de faire un petit rappel à leur match du premier Saturday Night Main Event, hein, qu'on avait eu au mois de décembre. Roxanne Perez arrive en 3, hein, la première des 5 filles de NXT que l'on verra dans ce match, ni plus ni moins. Et je ne pensais pas que l'on en verrait autant, j'avoue, d'autant plus que il avait été dit durant le countdown que visiblement il n'y aurait que 1 ou 2 personnes de NXT, donc bon, finalement c'était des conneries. En tout cas, la présence de Perez est tout sauf une surprise et le main roster lui tend les bras, on le sait. Elle va déjà entrer dans l'histoire en battant le nouveau record de temps passé dans un Rumble féminin, hein, en 1h07.47. C'est tout de même incroyable, et c'est dire tous les espoirs placés en elle, hein, alors qu'elle est encore très très jeune. Valkyria arrive en 4 et connaît malheureusement pour elle un problème de garde-robe, hein, et on saluera au passage le très beau geste de Liv Morgan qui va lui donner un coup d'avant-bras histoire de la projeter dans le coin, hein, ce qui va permettre à une arbitre de courir s'occuper d'elle et de vite régler le problème hors caméra. Hein, voilà, c'est aussi ça la beauté du catch, hein, c'est de voir ce genre de solidarité entre collègues lorsque ce genre d'aléa se produit. Lash Legend entrera en 9e position, un deuxième participant à NXT. Pas une grande surprise, hein, je l'avais cité parmi les surprises potentielles dans ma vidéo précédente, et on sent qu'il y a une volonté de tenter quelque chose avec elle. Et accessoirement, je pense qu'elle aura été celle qui sera arrivée dans le ring le plus rapidement, hein, je crois. Et quand Bifab s'en prend à elle, on sent alors qu'elle va être la première éliminée. Mais non pas par Legend, hein, c'est bien arrivé, elle a été éliminée la première, mais pas par Legend, mais par Chelsea Green, qui arrive en ramasse-miettes, le tout sous une grosse pop. Belair, l'une des favorites, arrivera en numéro 10, hein, ce qui est assez prématuré pour elle, hein, pour espérer s'imposer. Elle va enchaîner tout de même 4 sauts paires arrière en accumulant les adversaires dans le coin. Bon, là, ça faisait que tout de même très chorégraphié comme spot et pas du tout naturel. Bon, là, ça se sent. Deuxième éliminé, et c'est une surprise, c'est déjà Lyra Valkyria, en revanche, hein, celle qui va l'éliminer n'est pas nécessairement une surprise, puisqu'il s'agit d'Ivy Nile, qui a eu une confrontation avec Valkyria lors du dernier Raw, et après cette élimination, et vu la réaction d'Ivy Nile, hein, et le signe qu'elle fait, on a vite compris que le but ici, c'était clairement d'offrir à la championne intercontinentale une nouvelle challengeuse, même si celle-ci sera de transition. Bayley, la tenante du titre, va arriver en numéro 12 et fort logiquement, elle s'en prendra directement à Roxanne Perez, hein, qui est sa rivale du moment du côté de NXT. Juste après le duel tant attendu avec Io Sky, qu'on verra, enfin en tout cas on espère la voir entre Bayley et Io Sky. On aura juste finalement un face-off, hein, puisque Zoe Stark et Shayna Baszler viendront ruiner ce moment, ce qui peut teaser des choses dans le cadre de la feud entre le Paris Football Club et Damage Control, hein, si Bayley venait alors à la rescousse de Damage Control, hein, d'autant plus que Bayley a été drafté du côté de Raw. Et justement, Sonya Deville arrivera en numéro 13, histoire d'avoir le PFC au complet. Je me serais largement contenté des 2 autres, hein, mais on verra par la suite que cela avait aussi un but, c'était à savoir remettre en valeur le Paris FC dans son entièreté, hein, ce qui rappelle la tentative de réhabilitation de Damage Control, hein, qu'on a vu dans un récent Rumble. Le trio est alors en position de force en faisant un léger ménage dans le ring. L'arrivée de Maxine en 14 va permettre un duel avec Ivy Nile qui a du sens, hein, d'un point de vue background. Maxine a alors une bonne phase avec un comeback popé, Fisherman Suplex, German Suplex et Reverse Caterpillar, hein, tous bien exécutés sur Ivy Nile. Et elle arrivera même à éliminer Ivy Nile avec un coup de pied retourné. Mais se fera éliminer dans la foulée par le PFC qui continue sa montée en puissance dans ce match. Là, il est d'envergure en tout cas, et on se dit que ce n'est peut-être pas encore fini entre Ivy Nile et Maxine, hein, et qui sait si Maxine ne sera pas celle qui va priver Ivy Nile justement du titre intercontinental. Hein. Naomi arrivera en 15 pour apporter notamment du backup à Bianca. Le PFC va alors se faire éliminer simultanément par Io Sky, Bayley, Bianca et Naomi.
Première surprise pour moi, c'est l'entrée de Jaida Parker en numéro 16, troisième participante de NXT que je ne voyais franchement pas venir. Mais il y a une volonté de la mettre en avant, hein, NXT, depuis plusieurs mois, ça se voit. Donc pourquoi pas, si l'idée est de la présenter un peu au public. Tentative d'alliance, NXT d'ailleurs, avec Lash Legend. Et donc avec Jaida Parker, mais une alliance qui tourne mal après une big boot portée malencontreusement par Legend sur Parker, après une esquive de Chelsea, et Chelsea réussira même à sortir Lash Legend, hein, deuxième élimination pour elle, ce qui est assez inattendu tout de même, et au moment où Chelsea semble mal barrée avec Bianca et Naomi face à elle, Piper Niven arrive alors à point nommé en numéro 17 pour faire le nombre, et ça aura son incidence puisque Piper va s'élancer et éliminer Chelsea Green par accident après un sauvetage de Belair qui aura tiré Naomi juste à temps. Le drama est total et ça me semble être une bonne idée de faire ça, car j'imaginais bien justement une feud entre Piper et Chelsea à un moment donné autour du titre US, pourquoi pas Mania, avec une Chelsea qui n'aura clairement pas de mal à tourner face à terme. Hein. Je déplorerais cependant le fait qu'il n'en ait pas profité pour surfer sur le délire de la bodyguard hein, qu'incarne Piper depuis plusieurs semaines, par exemple avec une Chelsea qui se met derrière elle dans le coin, là, tandis que Piper la couvre donc pour s'en prendre à ses adversaires. Natalia, la vétérante, arrivera en numéro 18. Elle est décidément inusable, hein, cumulant tout de même 2h38 de temps passé dans tous les Rumble auxquels elle a participé, hein, sans compter celui-là. En l'occurrence, elle aura participé d'ailleurs à tous les Rumble depuis le début. En numéro 19, la sirène retentit et on reconnaît tout de suite l'intro du thème de Jordynne Grace, désormais signé chez VVE et dont l'entrée ne faisait guère de doute. Elle éliminera directement Jaida Parker d'un coup de fesse, hein, la roseuse arrosée, hein, si l'on peut dire. Et dans la foulée, elle signera l'un des moments forts de ce Rumble, qui fonctionne toujours autant hein, auprès du public, c'est un grand classique, à savoir lorsque l'on arrive à soulever quelqu'un de lourd à porter, en l'occurrence Piper Niven, et Jordynne Grace va enchaîner avec un rolling DVD, ça va vraiment réveiller le public en tout cas, et ça place directement Jordynne Grace on the map, bon travail de ce côté-là. Autre moment intéressant dans la foulée, c'est le nouveau face-off entre Grace et Naomi, comme au Rumble de l'an dernier. Les deux anciennes championnes de la TNA hein, pour un nouveau câlin, mais une réaction étonnante hein, de Bianca qui tirera les cheveux quand même de Grace, manifestement jalouse, et parvenant presque à éliminer Grace dans la foulée. Donc ça sera quelque chose à suivre ça pour plus tard. En parlant de moments forts du match, comment bien sûr ne pas évoquer sans doute le moment le plus marquant, à savoir le grand retour d'Alexa Bliss en numéro 21, pile après 2 ans d'absence. Beaucoup de choses avaient été dites hein, sur son compte, mais finalement elle est bel et bien là, et la pop est juste incroyable. On vit clairement un nouveau moment mémorable, hein, ajouté à l'histoire du Royal Rumble, hein, digne du retour de Edge ou des débuts d'AJ Styles. Sans être un grand fan de la catcheuse, j'ai quand même franchement apprécié ce moment. On notera aussi qu'elle est toujours dark, hein, Lily est toujours dans ses mains, et surtout elle arbore un blouson du plus bel effet, avec marqué dessus Finn Forever, et même Friend Forever, hein, avec un petit R écrit à côté. Comment ne pas être ému hein, après ce passage, hein, c'est tout de même difficile de rester de marbre, et elle se confronte directement à Bayley, hein, son ancienne rivale, et le public aura tellement réagi à ce retour qu'on va malheureusement entamer une longue phase de léthargie par la suite, comme si le match était tout à coup figé. Zelina Vega réalisera pourtant un joli avalanche Code Red sur Grace, mais ensuite Candice LeRae arrive, hein, dans ce qui n'arrangera clairement pas les choses. Bonne nouvelle, Stephanie Wacker va entrer ensuite en numéro 24, quatrième entrante du côté de NXT. Je l'avais citée parmi les entrantes potentielles et ça me semble être un bon choix pour la présenter au public. En numéro 25, Trish Stratus pour son grand retour. Elle aussi, je l'avais citée pour participer, notamment dans l'optique de l'Elimination Chamber hein, chez elle à Toronto. Et à mon avis, elle a de bonnes chances d'y participer. Et elle semble arriver en face, hein, terminer la Thank You Trish de son run précédent. Elle s'en prend directement à sa compatriote et ancienne rivale Natalia. Raquel Rodriguez arrivera tardivement au numéro 27 pour le fameux backup dont Liv Morgan parlait, hein, celle qui, selon elle, lui permettrait de gagner le Rumble. Et d'ailleurs, on pouvait se dire que tant que Raquel n'arriverait pas, Morgan n'avait aucune chance d'être éliminée. Hein. Le duo est rapidement efficace, hein, permettant l'élimination de Natalia. Alexa Bliss arrive alors, et c'est là c'est le drame. Hein. Morgan élimine Bliss avec un code breaker, le même move qui lui avait permis d'éliminer Natalia quelques secondes auparavant. Évidemment, la hit est nucléaire, mais elle est surtout intéressante dans la mesure où Morgan et Bliss ont beaucoup été comparés, hein, d'une part, et d'autre part, cela vient possiblement faire écho à mon
possible, hein, en tout cas mon fantasy booking, c'était la potentielle feud entre le Wyatt Six et le Judgment Day, qui peut alors finalement totalement avoir lieu malgré la séparation des brands entre les deux clans. D'autant plus que voilà, les rumeurs disent que Bliss était bel et bien prévu pour rejoindre le Wyatt Six, et désormais en plus avec 2 filles de chaque côté, dans chaque clan, on peut tout à fait faire cette feud, et même la blessure fâcheuse de JD McDonough qu'on vient d'avoir à Raw n'empêcherait pas de la faire, Uncle Howdy pouvant alors rester à l'extérieur en patriarche, afin d'avoir un 5 contre 5 de feu. Bref, cette élimination de Bliss par Morgan offre des perspectives fort intéressantes, je pense. Numéro 27, la seule et l'unique Charlotte Flair, qui arrive avec un numéro fort favorable pour son grand retour. La Queen is back, la pop est là, le charisme et les pyros aussi. La telle au genou est aussi présente, et dès son entrée, je comprends que rien ne pourra lui arriver et qu'elle est destinée à s'imposer. Flair arrive tout de même à éliminer Piper, qui sera resté pas mal de temps dans le ring, mine de rien. Julia arrivera en 28, la championne de NXT, ça fait plaisir de montrer la championne NXT, ce n'est pas toujours arrivé dans le passé, qui plus est, et comme pour Vacker, ça permet de la présenter à celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, et un duel de haute volée avec Io Sky pour commencer, Stardom en force. J'ai évidemment fort apprécié le symbole, et sensation lorsque Julia va éliminer Grace d'un coup de genou, teasant un potentiel match du côté de NXT, car rien ne dit que Grace ne va pas démarrer à NXT dans un premier temps. Elle pourrait en tout cas être celle qui ira détrôner Julia pour son titre NXT, ce serait tout à fait envisageable et crédible. Et à peine Julia retournée, après cette élimination, qu'elle croise le regard de sa grande copine Stephanie Vacker. Elles vont faire cause commune, faisant face à 2 des 4 Horsewomen, Bayley et Charlotte, qui représentent la NXT du passé. Le symbole est donc fort à ce moment-là, le passé contre le présent. Roxanne Perez arrive alors pour se proposer en renfort de Vacker et Julia, pour représenter donc ce NXT du présent, et même de l'avenir. Belair se présente alors du côté du NXT du passé, ce moment en tout cas est tout de même délicieux et bien pensé. Jax arrive en 29 pour la hit, il ne fallait tout de même pas oublier sa participation. Stratus va se faire éliminer par Jax avec l'aide de Candice, qui venait elle-même d'être éliminée par Stratus. Cela tease une feud potentielle, reste à voir qui ferait la deuxième aux côtés de Stratus. Pourquoi pas Lita, même si ça sentirait le réchauffer et que Trish avait tout de même trahi Lita, donc on s'en souvient quand même. Becky Lynch, pourquoi pas aussi, mais il serait peut-être temps de sortir Becky du Trish Vortex, qui avait déjà duré bien trop longtemps. Le grand moment arrive avec la numéro 30. Là-dessus, les paris sont ouverts. Tout le monde pense à Jade Cargill, à Becky Lynch, à Asuka, voire à Edge Ellie. Et finalement, ce fut Nikki Bella. Son retour était effectivement dans les rumeurs. Je vous en avais même parlé dans ma vidéo précédente. Et très clairement, on peut dire que la clim quand même fut d'envergure. La déception est grande, forcément. Et la double absence de Cargill et Becky à la fois va forcément poser question. Tout comme celle d'Asuka, vraisemblablement pas encore remise de sa blessure au genou. Tout le monde attaque à lorgner à Jax, mais elle repoussera tout le monde avec beaucoup de force. Nikki se met à faire des pompes de façon fort peu impressionnante. Roxanne aussi d'ailleurs dans la foulée, mais au fond de Roxanne, je suis sûr qu'elle devait être impressionnée, heureuse quand même de se retrouver face à Nikki, elle qui est fan de la WWE quand même depuis toute gamine. Le spot bizarre du match arrivera quand même juste après, avec beaucoup de filles qui sont au bord du ring et à 2 doigts d'être éliminées. Et c'est là que Jax fonce dans le tas et éliminera pas moins de 5 personnes, et non des moindres, à savoir Io Sky, Bianca Belair, Raquel Rodriguez, Stephanie Vacker et Naomi, rien que ça. Et Liv Morgan suivra même dans la foulée. Là aussi, la clim est totale et il y a de quoi rager, surtout quand on se débarrasse en une seule fois de 2 des favorites avec Sky et Belair. Après sa perte de titre et sa défaite face à Ripley une semaine avant, la tentative de réhabilitation de Nia Jax est en tout cas de mise, visiblement. Perez va éliminer Julia, l'ex-championne de NXT qui élimine l'actuelle championne de NXT, donc tout un symbole. Bayley se fait sortir par Nikki Bella d'un coup d'avant-bras, voilà, la tenante du titre éliminée par Nikki Bella. Là aussi, la clim est d'envergure. Jax en profitera pour sortir Nikki dans la foulée. Déjà le Final 3 entre Jax, Charlotte et Perez, un trio final tout de même assez étonnant dans l'ensemble, même si lorsque j'ai vu ce plateau en live, je ne voyais guère de suspense pour la gagnante. Flair va réussir à sortir Jax sous une belle pop. La finale oppose Flair, la grande favorite, à Roxanne Perez, l'underdog inattendu et déjà pushé comme jamais. Elle qui bat alors le record de durée donc dans un Rumble, alors qu'elle n'est même pas officiellement dans le même roster, c'est dire. Big boot de Flair, le duel n'aura pas duré vraiment, pas duré très longtemps, malheureusement, c'est fort dommage.
Flair s'impose, voilà, et remporte, voilà, sans la moindre surprise ce Rumble féminin. C'est historique quand même parce qu'elle devient la première femme à gagner de Rumble. Ça y est, c'est fait. Le logo de Mania est pointé et les pyros sont là. Voilà, c'est fini. Faire l'évaluation d'un Rumble, bon, c'est toujours difficile, hein, et tout comme donner une note. J'ai donné du coup 3 étoiles et quart, c'est une note assez convenable, mais bon, ça ne restera pas mon Rumble féminin préféré. Cependant, il y a eu bien sûr des choses positives, hein, comme le fort work rate quand même, globalement présent dans le ring, qui te donne la hype pour plein de dream match potentiels, des petites histoires racontées qui te donnent des orientations potentielles pour les weekly à venir, et surtout Mania. Je pense notamment à la remise en avant du PFC, à l'élimination de Bliss par Morgan, à la jalousie de Bianca envers Naomi, à Ivy Nile qui élimine Valkyria, Bayley et Io Sky qui ne semblent pas en avoir terminé, mais finiront peut-être par se réconcilier pour faire face au PFC, Piper qui élimine Chelsea, même si ce fut par accident, Julia qui élimine Grace, Stratus qui élimine Candice, et ensuite sorti par Jax, teasant peut-être donc un tag match, pourquoi pas à Mania, des petits symboles avec le duel Julia-Io Sky, Perez qui élimine Julia, le duel entre le NXT du passé et le NXT du présent, hein, des mises en avant aussi comme le PFC, donc comme je l'ai évoqué. Nia Jax bien remise en avant aussi avec pas moins de 9 éliminations à son actif, hein, même si certaines pourront faire grincer quelques dents. Et évidemment, Roxanne Perez et son nouveau record de longévité dans un Rumble, arrivé en 3 et terminant finaliste quand même. Beaucoup d'espoir forcément placé en elle, hein, ça c'est une évidence. Des moments forts aussi avec Jordynne Grace qui soulève Piper Niven. Maxine et son petit moment feel good là, qui a bien fonctionné auprès du public, hein, tout comme Chelsea qui parvient à sortir Bifab et Lash Legend, hein, et surtout le grand retour d'Alexa Bliss qui sera de loin le moment le plus marquant de ce Rumble 2025, même si le fait de la revoir en mode dark et possiblement au sein du Wyatt Six me laisse un peu sur ma faim car j'aurais aimé la voir dans un autre registre. Mais on peut se rassurer en se disant que le Wyatt Six est loin du côté surnaturel absurde que Bliss avait du temps du Thunderdome, ce qui permettra d'avoir une Bliss un peu plus humaine, et ça c'est la bonne nouvelle je pense. Les Big Girls comme Lash Legend et Piper Niven auront bien paru dans ce match, hein, c'est à souligner aussi, et la belle place accordée à NXT avec 5 participantes, hein, je ne l'aurais jamais cru, hein, j'avoue, c'est pas mal du tout. Maintenant oui, il y a eu quelques déceptions et critiques à formuler, hein, comme le creux qui a suivi l'entrée de Bliss, hein, rendant le match assez mou et figé pendant un certain temps. Le manque de mise en avant de la nouvelle championne intercontinentale, hein, en l'occurrence Valkyria, qui aurait gagné à rester plus longtemps dans le ring. Une Io Sky qui, malgré la longue durée passée dans le ring, m'aura paru plutôt discrète dans l'ensemble, et éliminée en plus de façon franchement frustrante par Jax en mode bowling. Bayley non plus n'aura pas été inoubliable, hein, sortie piteusement par Nikki Bella. L'élimination de Bliss est aussi frustrante, mais elle est aussi là pour la hit et préparer les rivalités à venir. La place de Nikki entrante est aussi une grande frustration et pose question quant aux absences combinées de Becky, Asuka et Jade Cargill. Un grand dommage que la storyline de l'agression de Cargill, censée être l'une des grosses intrigues de 2025, soit mise pour le moment au rebut à cause du statut quelque peu flou de Jade Cargill. Même dans le dernier SmackDown, cette agression n'a pas été mentionnée. Donc pense-t-on encore à cette histoire, hein, j'imagine quand même que oui, mais en tout cas, on semble jouer la montre, hein, en montrant, en attendant ce petit angle de jalousie là qu'on a vu de Bianca envers Naomi, qu'il faudra garder en tête le moment venu. Enfin, hein, bon, c'est sans doute aussi pour ça que je n'ai pas donné 3,5. En plus peut-être du léger manque de star power, hein, notamment comparativement aux hommes, là où il n'y a pas de comparaison même possible. Oui, il y a ce petit manque de star power, des absences regrettables, hein, celles que j'ai citées, mais mis à part ça, qu'on pouvait déplorer, la victoire de Flair qui semblait tellement écrite d'avance, tellement prévisible que cela a aussi joué dans ma notation, quoi. Un côté, je dirais, tout ça pour ça, en quelque sorte, et le tout dans une finale torchée et sans la moindre épicness, hein, ça c'est sûr. Beaucoup de fans n'apprécieront pas cette victoire, car Flair divise. Je suis pas non plus enchanté à l'idée qu'elle gagne encore et vienne s'accorder une chance pour un nouveau titre. Mais sa longue absence fait que j'arrive à rester relativement content de sa victoire. Cela offre qui plus est une double perspective tout autant racontable avec Rhea qu'avec Tiffany. Donc ça me semble parfait de ce côté-là, même si à mon avis, ça va être Tiffany, je pense.
Rhea devra sans doute attendre sa challengeuse au Chamber et je ne vois qu'Io Sky ou Becky Lynch pour l'emporter à l'heure actuelle, avec un léger avantage pour Io Sky pour le moment. Donc au final, la note est convenable. J'ai eu un peu d'émotion, même si j'aurais aimé en avoir un peu plus. Des histoires m'ont été racontées. On aura eu des entrées surprises. Le niveau de la plupart des nanas a été tout de même affolant et on a ouvert pas mal de perspectives en termes de scénarii possibles. Et un petit big up à Liv Morgan donc pour son aide apportée à Valkyria. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cette longue review donc du Rumble féminin. Par moments sympas, par moments décevants, des moments émotion, des moments, je dirais plus osef, quelques spots un peu trop chorégraphiés, comme les backflips à répétition de Belair, quelques botches aussi par-ci par-là, quelques absences regrettables, et des éliminations frustrantes, mais on est loin de la coquille vide en termes de contenu proposé, et aussi bien in-ring qu'en termes de storytelling, et c'est essentiellement ce que je recherche quand même dans un Rumble, en plus des moments à émotion, quoi. Voilà, maintenant on va passer au match suivant. DIY contre les Motor City Machine Guns, 2 out of 3 falls match pour les WWE Tag Team Championships, 3,25 pour la note. Passer derrière un Rumble, ça n'est jamais quelque chose de facile et on le reverra encore ici. Malheureusement, le public a besoin de souffler et va rester assez calme durant une bonne partie du match. Et puis bon, faut pas se mentir, les deux équipes, bien que chacune excellente, a encore du mal à attirer les foules et ça ne contribue pas non plus à rendre ce match particulièrement marquant. Puis la storyline non plus n'était pas non plus très très emballante. Je ne l'avais pas vu en live, mais en tout cas le premier point marqué par DIY intervient sur une feinte de tag de la part de Ciampa, faisant mine de faire le tag avec Gargano qui entre néanmoins dans le ring. Cela perturbe Shelley qui se prend un Haini de la part de Ciampa qui empoche alors le premier point. C'était plutôt malin comme stratégie, mais ce point intervient tout de même bien vite, c'est assez dommage. D'autant plus qu'après un Rumble, t'as quand même besoin d'un match qui te laisse le temps de reprendre tes esprits. Et là, c'est clairement à cet instant, précis, le public n'y est toujours pas. DIY se montre en tout cas très malin et roublard dans ce match, agissant comme des heels classiques. Sabine apporte ensuite sa touche aérienne, histoire de réveiller le public et de revenir dans le match. Les MCMG ont alors l'avantage, l'IDDT s'enchaîne, Skull and Bones, le finisher des Motor City Machine Guns, sur Gargano, 1, 2, 3. Les MCMG égalisent, c'était ce que j'envisageais, je ne voyais pas 2-0 dans ce match. Mais les deux points s'enchaînent un peu vite. Du coup, j'espère alors un troisième et dernier point épique en mode takeover qui va faire revenir le public dans la partie pour de bon. On a de la bonne action et de belles prises portées à ce moment-là, comme le combo super kick Fairy Tail Ending de DIY ou bien le Project Ciampa, prise que j'apprécie beaucoup. Les MCMG ne sont pas en reste avec le combo belly to belly suplex de Shelley puis dropkick dans le coin de Sabine. Le combo super slice bread de la troisième corde plus powerbomb de la part des MCMG n'est pas mal non plus. Gargano fait alors le save en mode takeover avec les 4 hommes qui tombent comme des quilles histoire de réveiller le public. Misco quand même avec un super kick de Gargano sur Ciampa par accident. MCMG prennent l'avantage et sont sur le point de l'emporter en portant un nouveau Skull and Bones sur Gargano jusqu'à ce que deux hommes en capuche interviennent. Ils apparaissent là, l'un occupe l'arbitre et l'autre en profite pour frapper Shelley avec une béquille. C'est l'incompréhension totale. DIY n'a alors plus qu'à en profiter avec un meeting in the middle sur Shelley pour la victoire. Et oui, ce sont bien les Street Profits qui sont intervenus et c'est assez inattendu parce qu'à SmackDown la veille, les Pretty Deadly avaient clairement indiqué à DIY qui ne viendrait pas les aider et du coup à ce moment là j'ai pensé que une ou deux personnes pourraient peut-être alors aider DIY sans vraiment savoir qui. Et finalement ce fut bien le cas avec les Profits, mais le post-match va venir davantage me rassurer en voyant les Profits aussi attaquer DIY avec une béquille. Du coup, les choses sont plus claires. Les Profits n'ont pas turné heel, mais ont juste montré du caractère, avec cette frustration de ne pas avoir les titres qu'ils n'ont pas gagné depuis longtemps. J'ai même retrouvé à ce moment-là même un peu les Profits des débuts de The Pride, là. Des Profits un peu twinner, mais plus dangereux, plus sérieux et avec plus d'attitude. Ils vont d'ailleurs soulever les ceintures dans la foulée, affichant clairement leurs ambitions. Maintenant, concernant l'évaluation du match, c'est quand même un match globalement décevant. Tout d'abord, fortement plombé par sa position sur la carte, qui est tout sauf un cadeau.
Deux équipes qui, pour le moment, peinent à attirer les foules, donc ça aussi c'est un lourd handicap. Est-ce que le catch proposé était mauvais en soi? Pas le moins du monde, hein, je dirais. C'était même plutôt agréable à suivre la plupart du temps, avec de jolies combinaisons, et on voit très clairement ici qu'on a deux vraies équipes dans le ring. Mais les deux premiers points ont été tout de même vite expédiés. Et le troisième point, bon, même si ce fut le meilleur des 3 points en termes de catch proposé, n'arrive pas à instiller la dose d'épicness nécessaire à nous enflammer. On n'est pas assez investi émotionnellement parlant, ni par la position du match sur la carte, ni par l'histoire qui a conduit à ce match. Et le catch offert, bien que de qualité, ne peut suffire à apprécier ce match à sa juste valeur. Et très franchement, 14 minutes pour un 2 out of 3 falls, c'est quand même bien trop peu à mon goût, et l'on sent que la VVE veut donner du temps à ces 3 autres matchs qui sont les matchs phares de ce pay-per-view, et ce sacrifice ne peut qu'aggraver mon appréciation du match. Et enfin, last but not least, cette intervention des Street Profits paraît franchement anticlimatique. Elle ne m'aurait pas gêné outre mesure du run weekly, mais là il s'agit d'un pay-per-view du Big Four, d'une stipu qui justement te permet de déterminer sans le moindre doute qui est la meilleure équipe des deux, donc un match qui se doit de se finir clean, et au lieu de ça, tu le gâches avec cette intervention franchement dispensable, grossière et terriblement frustrante, d'autant plus qu'une défense du titre tag en pay-per-view, ça n'arrivait tout de même pas très souvent à la VVE ces derniers mois. Bref, pour résumer, cette intervention m'aurait paru parfaite en weekly, le tout pour builder par exemple un freeway en pay-per-view, tandis qu'ici, tu te sers d'un pay-per-view du Big Four pour potentiellement builder un freeway en weekly. Bref, c'est un booking totalement à l'envers qui nous ont pondu ici, et j'en ressors profondément frustré, car on sait tous que DIY et MCMG sont capables de nous proposer un vrai banger si on leur laisse du temps et qu'aucune intervention n'a lieu, et aussi dans un autre pay-per-view avec un positionnement sur la carte plus favorable. Le freeway potentiel qui s'annonce est évidemment alléchant, ce n'est pas le problème, mais le moment où celui-ci nous est construit intervient très franchement au mauvais moment, à mon sens. Voilà pourquoi je n'irai pas au-delà de 3,25 pour ce match qui avait un potentiel immense, mais qui finit sacrifié, noyé et torché au milieu de 3 matchs à haut prestige, rendant impossible la capacité à avoir un vrai banger. Ce match, tout compte fait, aurait eu plus sa place à l'Elimination Chamber par exemple, ou bien un pay-per-view secondaire. Donc c'est vraiment dommage, c'est frustrant, et c'est tout ce que je peux dire de plus pour clôturer cette évaluation. On va passer maintenant au match suivant, Cody Rhodes contre Kevin Owens pour le titre Undisputed. Et en plus, il y avait la Wing Eagle Belt qui était aussi suspendue dans ce ladder match, donc 3 étoiles 75 pour la note. La première utilisation d'une échelle n'aura quand même pas traîné, avec un enfourchement porté par Owens, avec Cody se réceptionnant directement sur les barres latérales de l'échelle. Owens en profitera alors pour utiliser ses barres latérales à son avantage. Ça part alors dans le public, Cody jette une boisson à la gueule de Kevin Owens, mais ça revient hélas trop rapidement dans le ring. On aurait pu en profiter davantage dans le public, je pense, c'est dommage. On commence à sortir des échelles pendant que le public réclame bien évidemment des tables, chose qui n'arrivera jamais d'ailleurs. Une mini-échelle intervient alors, étonnamment, qui ne peut ici servir que d'arme et non comme moyen d'aller récupérer les ceintures, bien évidemment. Cette mini-échelle essaye en quelque sorte de remplacer la table pour être mise over, mais rien ne remplacera une bonne vieille table, ça c'est impossible. Cody va se prendre un gros bump sur la mini-échelle par la suite. Le spot classique du ladder match intervient ensuite avec Cody qui va rester suspendu au mousqueton, les pieds dans le vide. Spot vu et revu 500 fois, qui est bien trop chorégraphié et qui ne provoque plus d'émotion chez moi, puisque jamais ce spot ne peut finir le match. Powerbomb en plein vol de la part d'Owens, le dos de Cody prend à nouveau cher ici. Owens va enfin prendre un bump sur une échelle à son tour suite à une souplex de Cody. Cody va utiliser la marche d'une échelle comme arme par la suite, et Owens va ensuite se moquer de Dusty Rhodes, un travail de heel classique ici. Owens va ensuite se prendre un sale surpassement directement sur la tranche d'une échelle. J'ai eu mal au dos pour lui sur ce coup-là. Gros powerbomb ensuite d'Owens. Cody se prend à nouveau une échelle. Le spot est tout de même assez percutant. Premier moment fort du match, c'est la spéciale Owens avec cette Twisted Fisherman Suplex directement sur une échelle placée à l'horizontale. Le spot est violent et spectaculaire, et sur le coup, je suis assez inquiet quand même, car le match ça se stoppe carrément. Il y a beaucoup d'attroupements autour des deux hommes. Des arbitres et des officiels comme Jason Jordan, Kenny Dykstra, Pete Williams et Nick Aldis donc sont là. Je suis davantage rassuré ensuite une fois que Sami Zayn va se pointer, me disant alors qu'il s'agit plus vraisemblablement d'un work.
Forcément, sa présence éventuelle était sur la table hein, après l'échange entre Owens et Sami il y a quelques jours à Raw. Sami montre alors son inquiétude envers les deux hommes à la fois. Cody va surprendre ensuite Owens avec un crossroads. Cody va alors s'acharner sur le visage d'Owens en le percutant sur la table des commentateurs et contre le poteau. Owens est rapidement sangloté au visage à ce moment-là. On a alors un Cody bien plus sauvage, voire plus intéressant même en termes de personnalité. Owens porte un low blow et tente le package piledriver, mais c'est alors qu'intervient le second moment fort du match avec Cody donc qui va contrer ça et qui va porter un Alabama Slam sur une échelle en équilibre entre le ring et la table des commentateurs. Elle va bien sûr se plier en deux et Owens aussi. Il fait littéralement l'autruche là et son corps ne répond plus. Cody monte alors tranquillement l'échelle. Hein. Je me dis même que c'est trop facile, mais qu'on va avoir un dernier twist, hein, que ce soit Sami Zayn, voire Randy Orton, hein. Mais il n'en est rien. Cody récupère tout tranquillement les deux ceintures. Cody wins lol. Ce résultat ne surprendra personne, hein, faut tout de même le dire. La road to WrestleMania commence à peine et tu peux décemment pas faire perdre Cody maintenant. Hein. Quant à l'évaluation du match, je dirais que j'ai un peu plus apprécié le match après revisionnage qu'en live, car la première partie de match m'avait semblé quand même un peu trop sage et scolaire même en termes de violence et d'envie d'en découdre. En live, je m'étais même dit que ce match résumait seulement à 2 spots, à savoir le souplex sur l'échelle de la part d'Owens et l'Alabama Slam de Cody sur une échelle en fin de match. Mais en revoyant ce match, hein, j'ai été quelque peu sévère, je pense, car on ne peut pas nier que les deux hommes se sont fait mal dans le ring. Il y a eu pas mal de bumps sur les échelles et les dos des deux catcheurs ont quand même pas mal morflé. Donc par rapport à la stipule du ladder match, on peut pas dire que les échelles n'auront pas été utilisées. La petite échelle, à mon sens, n'avait pas grande utilité. Cependant, les deux spots principaux resteront tout de même plus marquants que le reste. Et je maintiens mon avis quant au manque de punch et de sauvagerie durant ce match. Et si ce n'est la fin, lorsque Cody se décide enfin à passer à la vitesse supérieure en ensanglantant le visage d'Owens. C'est dommage que cette partie-là arrive si tardivement. Le petit passage dans le public fut bien trop court et n'aura pas apporté grand-chose à l'arrivée. Mais ce qui m'embête quand même pas mal dans ce match, hein, en dehors de son manque de suspense criant, c'est le rôle de Sami Zayn qui m'a paru franchement peu utile durant ce match, se préoccupant autant de l'un que de l'autre, hein, sans véritable parti pris. On semble vouloir teaser un turn de Sami, mais c'est pas à l'issue de ce match que l'on peut se dire qu'il y a une véritable avancée autour du personnage de Sami Zayn. Le spot final de l'Alabama Slam est plutôt spectaculaire, mais la fin m'a quand même semblé tout de même un peu trop facile pour Cody, qui a eu pas mal de temps pour aller décrocher les ceintures sans le moindre obstacle. Enfin, dernière critique et non des moindres, la surprenante absence donc de Randy Orton, qui semblait pourtant si évidente, cette présence, pour faire la décision en faveur de Cody. La pop aurait été énorme et Orton a vendu le piledriver d'Owens quand même suffisamment longtemps pour penser quand même que son retour aurait lieu à cet instant précis, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement il n'apparaîtra pas durant ce match, mais il n'apparaîtra pas non plus durant le Rumble match. Donc c'est une vraie déception et ça peut aussi poser question. Car oui, je veux bien que le piledriver soit une prise vendue comme dangereuse à la VVE, mais de là à vendre ça pendant des mois, faut quand même pas pousser non plus, quoi. Il y a quand même des mecs comme, faut le rappeler, comme Penta, hein, notamment, on le voit encore, qui portent des Mexican Destroyers. Donc ce sont aussi des piledrivers en soi. Alors, faut quand même pas se moquer du monde non plus, quoi. Bref, dans l'ensemble, ce fut loin d'être un mauvais match. Hein, les prises de risque furent là, avec les échelles. Quelques images vont nous rester en tête, hein, mais un match, je dirais, un poil trop sage dans sa première partie, un manque de suspense aussi, un Sami peu utile à l'arrivée, et une absence d'Orton franchement dommageable. Voilà comment je résumerai ce match. Plutôt pas mal dans sa globalité, mais qui est loin de cocher toutes les cases par rapport à ce que j'en attendais, notamment d'un point de vue storytelling. Le match devait-il vraiment se terminer comme ça d'ailleurs? Car après ce gros spot, hein, la question peut se poser avec cette fin qui était vraiment tranquillou de Cody, surtout après la tête d'Owens, hein, complètement sonnée après le match. Bref, on ne le saura peut-être jamais, mais si ce n'est que du work de la part d'Owens, hein, eh bien chapeau à lui en tout cas. Ça reste néanmoins le meilleur match du show, hein, c'est pas compliqué, avec 3,75, voilà. Mais je pense qu'il y avait moyen de faire encore bien mieux, avec plus de violence, d'épicness et d'émotion. Reste à voir à présent ce qui attend Cody à Mania, hein, c'est la grande inconnue, et le chamber masculin à venir va probablement nous aider à en savoir davantage, du moins en partie, hein, selon le résultat que l'on obtiendra. On en reparlera en temps voulu. Et on va passer maintenant au gros morceau, le main event, à savoir le Royal Rumble masculin.
3 étoiles et demie pour la note. Les numéros 1 et 2 seront nul autre que Rey Mysterio et Penta, un symbole fort et une émotion non feinte pour deux des meilleurs luchadors de l'histoire. Le petit sourire de Rey, même à travers son masque, on le voit, et ça dit tout. Et ce duel de départ me semble être un excellent choix, même s'il y en avait des dizaines d'autres qui auraient pu être aussi faits. On se souvient que les Usos avaient ouvert le Rumble 2024 et s'étaient affrontés à Mania. Alors qui sait si Penta et Rey ne s'affronteront pas à Mania 41, ça reste envisageable bien sûr. Et c'est un très beau Blue Penta qui arrive dans le ring, pas une tenue inédite, mais j'aime beaucoup celle-ci en tout cas. Très belle pop pour lancer ce match en tout cas. La poignée de main pleine de respect est belle à voir et c'est parti pour 1h20 d'action, ni plus ni moins. Un botch va intervenir malheureusement d'entrée de jeu puisque les pieds de Penta vont véritablement venir toucher le sol suite à un ciseau de tête de Rey. J'ai même fait pause à Rey pour le vérifier et le constat est vraiment sans appel et il peut s'estimer heureux Penta que la VAR ne soit pas utilisée ici. C'est dommage en tout cas, d'autant plus que l'arrivée de Penta sera Penta sera l'Iron Man du match avec 42 minutes passées dans le ring, mais on essaiera de mettre ça sur le coup du stress comme c'est le premier Rumble de Penta et qu'il avait la lourde tâche de lancer ce match, on va dire ça comme ça. Gable arrive en 3 et c'est tout sauf un hasard au vu de ses problèmes actuels avec les luchadors et cette histoire encore mystérieuse là autour du papier donné par Dominique à Gable au sujet d'un expert des luchadors qui lui permettrait de régler ses problèmes avec eux. Pour le moment, on ne sait toujours rien de cet expert, mais ça sera possiblement l'occasion d'avoir un match à Mania entre par exemple Gable et l'expert en question et Penta et Rey Mysterio de l'autre, ça me semble en tout cas très envisageable. Carmelo Hayes va arriver en numéro 4 et porte directement une Mystica à Penta, c'est quand même un comble. J'ai eu peur qu'Ali Burton, le joueur des Pacers d'Indiana, qu'on a beaucoup vu, le joueur de basket, qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, soit participant au Rumble, ou celui qui en tout cas qui éliminera Melo, au vu de ce qui s'était passé au SmackDown de la veille. Mais heureusement, il n'en a rien été, il restera ringside. Escobar en 5 vient compléter la galerie des Latinos, à croire que l'on veut faire de la vie de Gable un véritable enfer. Le duel entre l'ancien King Cuerno et Penta m'a évidemment beaucoup fait plaisir en tant que fan de la Lucha Underground. Mexican Destroyer à 619, ça là c'est le moment Lucha à son paroxysme. Ce que j'ai moins compris, c'est de voir ensuite Gable entouré par les 3 Mexicains et Carmelo Hayes. Donc si on voulait pousser le vice encore plus loin, j'aurais remplacé Carmelo par Andrade, ça aurait été parfait pour raconter l'histoire de Gable et ses problèmes avec les luchadors. L'arrivée d'Otis en 6 va venir ajouter du piment supplémentaire au cauchemar de Gable. Et en live, je me disais même que le prochain arrivé serait l'un des membres de la Wyatt Six, histoire de continuer d'appuyer là où ça fait mal. En tout cas, belle pop pour Otis, l'un des mecs les plus over à la VVE actuellement. Il y a de beaux échanges entre Otis et Gable, l'histoire s'écrit bien évidemment toute seule. Breaker arrive en 7 et porte un gros spear à Melo pour l'éliminer aussitôt. Un peu déçu tout de même car j'aurais aimé avoir une rencontre notamment entre Trick et Melo pour le symbole, c'est vraiment dommage d'être passé à côté de ça. Moment comédie ensuite avec Tozawa en 8. À ce moment-là, je suis surpris et je me dis ensuite que c'est un spot quand même un peu gâché. Mais Carmelo Hayes va venir l'attaquer par frustration. Là-dessus, c'est quand même une situation qui est quand même too much, et Tozawa est directement évacué là, sur un simple coup. On sent alors le remplacement. J'ai du mal à croire en Owens sur ce coup-là, vu son état et le peu de temps écoulé depuis la fin de son match. On entre alors en Gorilla Position, en plein Rumble, c'est quand même rarissime. Tozawa est inapte et doit être finalement remplacé. C'est là que Triple H demande à High Speed de le remplacer, lui qui était là en Gorilla Position, en train de streamer. J'ai du mal à suspendre mon incrédulité ici, vu qu'il doit y avoir je ne sais combien de catcheurs inutilisés en coulisses. Mais évidemment, Triple H prend le premier gars venu pour ne pas perdre de temps. Bref, je vous en avais parlé dans mes pronos comme participant potentiel. Juste pour la déconne, ça ne me gêne pas des masses, si c'est juste pour prendre un seul spot et non 2 ou 3. La VVE n'oublie quand même pas qu'il faut faire du buzz, elle le fait encore ici. Il va tout de même réaliser l'exploit, Show Speed, d'éliminer Otis. Mais avec l'aide de Braun Breaker, ça restera dans les livres d'histoire, et on ne pourra jamais l'enlever à Speed, qui joue alors les Cristiano et se sent en confiance avant de se prendre un spear absolument monstrueux de la part de Breaker, que j'aurais tout sauf envie de subir. En plus, le crâne avait quand même bien tapé au sol aussi. Il finit alors propulsé dans les bras d'Otis, qui
Le croaton est en train de le sauver, mais non, il va se prendre un follow slam sur la table des commentateurs hein, par Otis. Merci d'être venu Speed, et prompt rétablissement surtout. Sheamus arrive en 9 et s'en prend bien sûr à Breaker, hein, seulement une semaine après leur match de Saturday Night Main Event. Le numéro 10 arrive alors, et non, c'est pas celui que vous croyez, c'est Jimmy Uso, dont je me serais bien passé, je l'avoue. Et en tout cas pour moi, le 10 en 2026, bah, ce doit d'être AJ Styles. Pour ses 10 ans à la VVE, hein, ça me semble être la meilleure idée possible. Fatou entre en terme ensuite en numéro 12, très décidé, et sa perf était forcément très attendue, et ses débuts furent impressionnants, hein, notamment avec un double one drop sur Penta et Ray. Il élimine alors 3 hommes coup sur coup, hein, son impact est immédiat. Le plan caméra est alors excellent avec Fatou au premier plan et Breaker en arrière-plan. C'est très soigné et ça donne là l'occasion d'un dream match, hein, déjà teasé à Raw d'ailleurs, il y a plusieurs semaines de cela. Kaiser arrive en 14 et là on se dit que la première moitié de ce Rumble aura été entièrement axée sur la mid-card en réservant les gros noms pour plus tard. Il aurait peut-être été plus judicieux d'y inclure Nakamura aussi, histoire de mêler à la fois la lutte pour le titre IC et le titre US, mais Nakamura n'arrivera finalement qu'en 19e position et LA Knight très tardivement en 29e. Kaiser donc se fait rapidement éliminer par Penta, à peine entré sur le ring, avec un plan caméra et une réaction de Kaiser, bon bah forcément qui m'ont beaucoup rappelé la fameuse élimination record de Santino Marella, hein, continuons alors de construire un futur Penta Kaiser Raw, hein, qui semble quand même bien parti pour avoir lieu, en attendant le possible Penta contre Breaker, qui est également teasé qui a été teasé aussi lors du dernier Raw, peut-être sera peut-être pour Mania. Grand moment attendu, l'arrivée de Joe Hendry en numéro 15. Effectivement, bon bah si l'on pouvait déplorer l'absence de catcheuse de la TNA plutôt durant le show, Jordynne Grace étant désormais estampillé VVE, bah, il fallait tout de même que TNA soit représenté au moins une fois hein, chez les hommes, et ce choix était on ne peut plus évident, hein, la pop est là, le public chante, son entrée est déjà une réussite, hein, quoi qu'on en dise, et on a déjà hâte d'entendre son concert qui est prévu là lors de la prochaine weekly d'Impact, la jeudi prochain. Hendry tape dans ses mains, fait participer le public, hein, tandis que Sheamus lui fait de même, et profite du spectacle, un peu aussi par solidarité britannique, hein, au sens large si l'on peut dire. L'intervention de Fatou sur Hendry ne plaira d'ailleurs pas à Sheamus, hein, qui le lui fera savoir. Premier gros nom à entrer dans le ring, le numéro 16, hein, pile le premier numéro de la seconde partie de match, hein, Roman Reigns, qui, je vous le dis hein, officiellement, aura finalement été mon favori à la place de Cena, hein, je m'en expliquerai plus tard. Le Miz, Sheamus et Hendry passent tout de suite à la boulinette Roman, ça ne plaisante pas. Duel spear contre spear du plus bel effet entre Breaker et Reigns, hein, remporté étonnamment par Breaker, avec un très joli spear par ailleurs, mais Reigns va se venger immédiatement en éliminant Breaker. Belle perf hein, quand même d'ensemble de Breaker, auteur de 4 éliminations et 22 minutes passées dans le ring. Fatou sort Jimmy et se retrouve face à l'OTC. Forcément, ce duel raconte beaucoup de choses et est très bien filmé par ailleurs. Michael Cole va même s'enflammer en annonçant que ce match est un futur main event de Mania, hein, et bien sait-on jamais. Hein. Reigns prend tout de même l'avantage avec un spear. McIntyre va arriver alors en 17, les choses deviennent de plus en plus intéressantes et Reigns attend déjà sa proie. Finn Balor, qui s'était fait discret ces derniers temps, arrive en numéro 18 et sa seule utilité au final aurait été d'éliminer Penta, l'Iron Man du match avec 42 minutes. C'est déjà de très beaux au début et une très belle entrée en matière pour lui dans son tout premier match de PLE à la VVE. Hein. Et là aussi, ça peut ouvrir vers un match entre Balor et Penta à Raw, hein, faudra suivre ça de près. Jey Uso va alors arriver en numéro 20. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Très bonne nouvelle de voir AJ Styles faire son grand retour en numéro 21 avec une tenue quasi similaire à celle de ses débuts il y a 9 ans de cela. Je l'avais aussi cité comme entrant potentiel hein, et je suis content de le voir en tout cas. Braun Strowman en 22 est donc déjà de retour une semaine après le meurtre entre guillemets qu'il a subi à Saturday Night Main Event par Fatou. Le duel est évidemment directement de mise. Braun va directement éliminer Fatou quand même en le projetant à l'extérieur. Braun obtient alors donc une partie de sa vengeance et il est fort possible que le rematch ait lieu à Mania, hein, écartant pour de bon en tout cas la possibilité d'un match entre Solo Sikoa et Fatou. Un Sikoa, par ailleurs, hein, je dirais aux abonnés absents et que l'on peut déjà considérer comme l'un des grands perdants de la soirée. Cena arrive alors en 23, un bon numéro donc, dernier Rumble de sa carrière, le moment est donc historique. Petit regard de Fatou au passage, là aussi on plante des graines et la dernière ligne droite de Cena vers la retraite
passera sans doute aussi par Fatou. Cena éliminera rapidement Strowman, puis Balor, que Strowman d'ailleurs n'arrivera pas à réceptionner à l'extérieur. J'ignore ce qui était prévu à la base, mais de toute évidence, Strowman a loupé la réception de Balor sur ce coup-là. Duel Cena-Reigns, fort en storytelling également. Mais avant cela, c'est Voldemort qui entre alors en 24e position. Le Star Power grandit et la tension monte. 3 hommes qui pourraient d'ailleurs se retrouver dans le main event de la nuit 2 de Mania, sait-on jamais. Mais là aussi, rien ne se passe et on attend tranquillement le numéro 25, à savoir Seth Rollins. Comme si les 3 hommes savaient déjà que ce serait lui le suivant. C'est assez bizarre d'ailleurs. Le Caridas est à l'heure constitué et la hype est totale. Rollins fait vite son choix et s'en prend à Voldemort, tandis que Cena et Reigns s'affrontent. Star Power redescend alors très vite à l'arrivée du numéro 26, Dominique, sous une grosse bronca. Sami Zayn arrivera en 27e position, il porte un Eluva Kick à McIntyre, mais aussi à Rollins sans la moindre hésitation. Eluva Kick aussi, c'est à souligner. Priest arrive en numéro 28 et élimine Dominique comme un symbole. LA Knight arrive en 29 à une très bonne place. Petit duel bien pensé, Yeet versus Sierra entre Knight et Jay. Intéressant de voir ensuite Jay éliminer Sami malencontreusement suite à une esquive de Drew. Le drama est total et en termes de storytelling, ce spot s'avère fort intéressant, surtout si l'on veut continuer à nous teaser le turn de Sami. Numéro 30, tout aussi décevant que chez les femmes, pas de jaloux. Et c'est même pire, je dirais, puisqu'il s'agit de Logan Paul, qui n'est même pas un participant surprise, puisqu'il avait déjà été annoncé auparavant. Et j'avoue que voilà, moi j'aime pas quand le numéro 30 est quelqu'un de déjà annoncé, puisque quand tu gardes en tête la liste des gens annoncés qui ne sont pas encore entrés à ce moment-là, si tu arrives à bien tout retenir et bien suivre, tu sais déjà que le dernier manquant, du coup c'est Logan Paul, quoi. C'est alors qu'intervient l'élimination de Drew, de façon quelque peu chaotique, étrange, puisque McIntyre est sur le point de projeter Jey Uso, mais Priest arrive derrière, et il va pousser les 2 hommes à la fois, tout en percutant LA Knight au passage. Donc il y a vraiment beaucoup de trafic là. Le regard de Drew est priceless, et le regard de Priest quelque peu vicieux même. Des infos alors ont circulé par la suite, indiquant que McIntyre était très en colère en coulisses, criant des jurons aux officiels de la WWE au sujet de, je le cite, quelqu'un sur le ring qui voulait voler la vedette au détriment des autres catcheurs et du Rumble match. Voilà. Alors ça parle de Damien Priest, mais aussi de Logan Paul. Bref, ça reste assez flou et il faut bien entendu prendre tout ça avec prudence et ne jamais négliger la possibilité d'un work, bien évidemment. Seul l'avenir nous le dira. On n'en avait pas encore parlé, mais aucun coffee spot n'a été constaté chez les filles. La présence par exemple de Sol Ruka aurait d'ailleurs pu le permettre. Mais Logan Paul s'en est chargé chez les mecs. Il n'y avait pas non plus de Javon Evans, c'est dommage. Logan Paul a sauté directement sur la table des commentateurs. Je me suis d'ailleurs demandé pourquoi il n'est pas resté plus longtemps à cette place, à cette place-là, tant que personne ne l'embêtait. J'ai mal compris l'élimination de Priest par LA Knight, eux qui avaient pourtant fait équipe la veille à SmackDown. Bon, on va mettre ça sur le compte du chacun pour soi, je ne vois pas autre chose. Knight sorti ensuite par AJ pour le petit rappel TNA. On verra si ça débouche sur quelque chose. Logan Paul réussit à sauter sur les escaliers près du coin et attend juste le bon moment pour sortir AJ Styles. De la bonne hit, comme on dit. C'est le Final 6 et les gros favoris sont là, sauf McIntyre et évidemment The Rock, dont on peut désormais dire qu'il n'aura pas été là, marquant, je pense pour de bon, son absence à Mania cette année. À nouveau, un joli plan caméra avec Rollins au premier plan et Reigns qui le regarde en arrière-plan. Tout un symbole, Rollins lui parle et les coups pleuvent alors. Reigns et Rollins sont près des cordes, ça devient tendu, et qui profite de ce moment idéal, nul autre que Voldemort qui élimine 2 des favoris en un seul coup. Le coup est magistral pour lui forcément, et cela va raconter également pas mal de choses dans l'optique de Mania. La grosse surprise arrivera juste derrière avec Logan Paul qui va sortir Voldemort dans la foulée. Là franchement peu de gens l'auraient vu venir je pense. Le Final 3 est juste improbable, avec Cena, Jey Uso et Logan Paul, tandis qu'à l'extérieur ce n'est pas encore terminé. Rollins porte un stomp à Roman, puis Rollins et Voldemort se battent, retenus par les arbitres. Nouveau stomp de Rollins sur Reigns sur les escaliers par la suite. On a franchement l'occasion d'avoir un build-up de 4-way à Mania, là, minuit 2 entre Reigns, Rollins, Voldemort et Cody. Voire un 5-way en y ajoutant Cena. En tout cas, ça c'est fort possible. Tout cela rend le chamber masculin fort intéressant et incertain, et je me demande comment nous aboutirons à ce 4-way ou à ce 5-way d'un point de vue narratif, si ça arrive. On notera que Voldemort ne s'en prend pas à Reigns, Eman étant aussi présent entre les deux. La faveur risque de ne pas tarder à intervenir, à mon avis, après le chamber, cela ne devrait plus tarder. On revient donc au ring avec ce Final 3 improbable et peu attractif, il faut le dire.
Double attitude adjustment tenté de la part de Cena en mode Big Show Edge, hein, on a la ref. Cena élimine alors Logan Paul. Là aussi, c'est une surprise car on a une finale entre deux gros babyface. Et si Cena était forcément dans la conversation pour faire partie de cette finale, qui aurait misé un copec sur la présence de Jey Uso, franchement? En tout cas, quand je vois ce Final 3, bah, je vois guère autre chose que la... quand je voyais le Final 3, hein, je veux dire, je voyais guère autre chose que la victoire de Cena, hein, de façon aussi claire et limpide que celle de Flair, même quelques heures plus tôt. La finale est quand même disputée, ça changera de celle des filles. Elle n'est même pas désagréable à suivre en soi, hein, cette finale. Cena croit sortir Jey, mais il se retient aux cordes. Les deux hommes se retrouvent alors sur les pointes du ring. Là, le drama est total et l'on ne tient plus en place. Cena joue les équilibristes. Il porte Jey pour un double A. Ça sent la fin. Mais Jey revient dans le ring et pousse Cena à l'extérieur, qui retombe sur ses pattes tel un chat. Jey Uso l'a fait. Jey Uso l'a fait, et oui, c'est une énormissime surprise, possiblement la plus grande surprise de l'histoire du Rumble. Je le dis ici, c'est un vrai tremblement de terre et j'arrive clairement pas à croire que c'est vrai, mais très franchement, en voyant Cena dans le Final 3, oui, je rageais quand même, car je me demandais quel était l'intérêt de voir Cena gagner à partir du moment où on savait qu'il serait au pay-per-view Elimination Chamber. Et puisqu'à partir du moment où c'est sa dernière participation au pay-per-view Elimination Chamber, bah, c'est forcément pour atterrir dans la cage et non pour avoir un match simple. Et donc, bah, s'il est dans la cage, c'est qu'il n'a pas gagné le Rumble. C'est un raisonnement parfaitement logique et implacable. Et malgré mon énorme étonnement à la victoire de Jey, j'ai été quelque peu rassuré que ce soit pas Cena, hein, d'un point de vue plus cohérence des choses. Et par rapport au prono, bah, comme je le disais tout à l'heure, bah, j'ai finalement changé dans la semaine en remplaçant Cena par Reigns, en me disant que la victoire de Reigns permettrait alors à Voldemort d'activer sa fameuse faveur demandée à Heyman et d'aller décrocher un triple threat entre Reigns, Cody et lui-même. Tout me semblait à ce moment-là limpide, hein, pour aboutir à ce scénario, mais bon, finalement ça n'est pas arrivé. Mais au final, bon, j'ai pas de regret car jamais je n'aurais misé un copec sur Jey Uso. Ça, c'est clair, net et précis. Et si l'on doit être, je dirais, positif, c'est que sur ce coup-là, Triple H a réussi à nous surprendre. Voilà, c'est pas quelque chose de fréquent chez lui. Maintenant, est-ce que je cautionne ce choix? Franchement, non. D'un point de vue business, oui. D'un point de vue business, je le comprends. Le mec est un gros vendeur de merch. Il est over as fuck et son entrée fonctionne super bien. Faisant participer le public de façon très naturelle et communicative. Il n'y a qu'à voir encore le dernier Raw, hein, pour s'en assurer. Je le comparais même à Orange Cassidy, hein, du côté de l'AEW, même si Cassidy a un bien meilleur in-ring, hein, que Jey en comparaison. Mais dans l'idée, je trouve que c'est quand même assez similaire. Les deux mecs n'ont clairement pas les épaules pour porter un mini-event de pay-per-view. Ce sont deux très honnêtes mid-carders en soi. Les deux sont over et vendent du merch. Je veux bien qu'on leur donne une chance au titre mondial une fois, voilà, juste pour la déconne. Mais concernant ces deux mecs-là, bah, c'est le même souci que j'ai avec eux, c'est qu'on nous les enfonce véritablement dans la gorge jusqu'à l'indigestion. Moi, je n'en peux plus de cet overpush de Jey. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il commence même à en faire de même avec Jimmy à SmackDown. C'est une horreur absolue. Les deux frères, qui, faut-il le rappeler, ont produit le pire match de la WWE en 2024. Il ne faut pas l'oublier. Jey Uso a perdu contre Gunther fair and square une semaine avant, et maintenant on nous resserre donc la même soupe pour Mania nuit 1. Mais qui a envie de voir Jey Uso en main event de Mania, quoi? Qui? Je sais que je suis pas le seul à le penser, mais je sais aussi que certains seront contents, et c'est bien sûr à l'appréciation de chacun. Mais pour moi, c'est du troll total. Le mec se retrouve noyé au milieu des Avengers, de Goku, de Vegeta, de King Kong et Godzilla. Et il est largement derrière au niveau des favoris, mais au final, il fait la nique à tout le monde, et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Voilà, c'était du troll de première catégorie. Bravo Triple H, bravo WWE, voilà, vous nous avez eu en beauté, quoi. Très franchement, moi ça me fait perdre pas mal d'intérêt quand même pour Mania, cette affaire, car le pire, c'est qu'après de multiples échecs contre Gunther, je serais tout sauf surpris qu'ils aillent au bout de l'idée en couronnant Jey à Mania, hein, vu comme c'est parti. Et j'aurais pas du tout la même émotion qu'une victoire de Kofi, par exemple, à Mania, notamment. Rien à voir même.
vraiment rien à voir. Le seul espoir, ce serait peut-être de faire intervenir le turn de Sami dans l'intervalle, donc afin d'avoir par exemple un Sami contre Jay plus personnel à Mania, mais j'imagine pas Sami prendre le titre à Gunther une seule seconde avant Mania, quoi. Bref, ce choix de booking m'interroge beaucoup et je le trouve plus que couillu, quoi. Je le cautionne pas et chacun se fera son opinion dessus. Voilà. Mais moi, j'aurais vraiment envie que les Usos se retrouvent en équipe, quoi. Parce que c'est une équipe, c'est ça qui est incroyable. On vient faire gagner un lutteur tag team Rumble, quoi. C'est un lutteur tag team, rien de plus. C'est ça qui est incroyable, quoi. Et quant à l'évaluation, donc, si on en revient plus au général, l'évaluation du match, bah, c'est jamais facile hein, d'évaluer un Rumble. J'ai mis 3,5. Ça aurait pu être aussi 3,25 comme pour les femmes. Là encore, des choses positives hein, comme négatives à souligner. Une première partie full mid-card qui permet à tous ces mecs-là de s'exprimer avant de passer aux choses sérieuses en seconde partie. Ça ne me gêne pas personnellement. Et ça permet de préparer des choses notamment autour du titre intercontinental. J'aurais aimé que le titre US soit aussi inclus dans cette partie-là, c'est dommage. La partie latino au début était cool, ça racontait aussi des choses par rapport à ce que vit Gable en ce moment, donc là aussi c'est plutôt pas mal, sans oublier Otis hein, pour venir l'emmerder aussi. De bonnes mises en avant à souligner aussi comme Penta, Braun Breaker et Jacob Fatu. Le titre honorifique de MVP se jouera sans doute entre ces trois-là. L'entrée de Hendry en plein milieu de match aurait été attendue et aurait été un bon moment, même si sa participation fut finalement courte, peut-être même trop courte. Le retour d'Edge Styles fait plaisir à voir aussi. On continue la construction entre Braun et Fatu, là aussi c'est normal. Fatu aurait été monstrueux et très bien écrit à nouveau dans ce match. Balor, bon, transparent par contre, à son image ces derniers temps. Damien Priest globalement décevant également. Et l'élimination de McIntyre quand même paraît très prématurée. On attendra de voir si un imprévu en est à l'origine ou non. Le Star Power est de mise vers la fin de match. Rollins, Voldemort, Cena, Reigns. Tout s'écrit facilement entre ces hommes-là et le suspense est présent. Jay est toujours là, mais on ne s'en occupe pas nécessairement. Voilà, on se dit qu'il finira bien par sortir à un moment donné, quoi. Tout comme Logan Paul. Sauf qu'à l'arrivée, ces deux-là seront dans le Final Free. Voilà. La place de 30 de Logan Paul est inutile et même gâchée. C'est même pire que Nikki Bella, qui elle aura eu au moins le mérite de ne pas être annoncée comme participante, contrairement à Logan Paul. Le bazar entre Voldemort, Reigns et Rollins annoncera forcément un gros truc autour de Cody pour le main event de Mania à nuit 2. J'ai hâte de voir comment tout cela sera construit. La victoire de Jay est juste impensable et j'ai toujours peine à y croire aujourd'hui. Je ne le cautionne pas d'un point de vue catch, mais je comprends ce choix, je dirais, d'un point de vue plus business. C'est comme ça que je pourrais résumer la chose. Car le mec, il est boring dans un ring et seule son entrée le sauve. Pour le reste, on le sait, son in-ring est limité à 3-4 moves et ça me fait réellement chier de le voir en main event de Mania. C'est un troll qui s'impose au milieu de tous les favoris annoncés. Là. Bref, la VVE aura bien réussi son affaire pour nous duper. C'est un choix opposé à celui des femmes, qui est bien plus prévisible et sûr. Car avec Charlotte, qu'on l'aime ou pas, force est de constater que de la voir en main event de Mania, ça fera forcément le taf et ce sera vendeur sur la carte. On m'a raconté quelques histoires. J'ai vécu quelques moments marquants. La partie High Show Speed n'est qu'un moment comédie de quelques minutes que je veux bien accepter pour la déconne. McIntyre et Priest auraient mérité meilleure mise en avant, voire LA Knight aussi d'ailleurs. Le Final Free est lui-même décevant et le vainqueur l'est encore plus. Bref, ce Rumble n'était pas mauvais dans l'ensemble en réalité. Il avait les ingrédients du grand Rumble, mais ne sera pas le meilleur ever. Ça c'est une certitude et cette fin ne peut pas me convaincre du contraire. C'est un choix extrêmement couillu de leur part et je ne l'accepte pas, mais voilà, c'est comme ça. Par ailleurs, aucun homme de NXT à noter, c'est assez surprenant. On dira qu'ils ont tout donné sur les femmes, quoi. Mais à minima, un Obafemi ou un Trick Williams auraient tout sauf fait tâche dans ce Rumble. L'absence du Rock, bien que celle-ci était fort probable, est quand même à souligner, mais surtout l'absence de Randy Orton que j'ai du mal à comprendre à l'heure actuelle, d'autant plus qu'il n'est même pas intervenu dans le ladder match. Même chose pour Sikoa qui, sans participer, semble être l'un déjà des grands perdants de la soirée. Pas de choix de légende, comme avec Stratus notamment, mais vu la quantité qu'ils ont chez les hommes, c'était sans doute de trop. Même si Joe Hendry était un bon moment, ça restait attendu. Et je n'aurais pas craché contre une vraie surprise du genre Biggie par exemple. Un retour un peu plus à émotion, à la Edge ou à la Bliss côté féminin.
Alistair Black était sans doute trop juste aussi au niveau contractuel pour participer, mais bon, ça ne sera que partie remise. Voilà, un peu plus d'une heure, voilà, j'ai un peu dit tout ce que je pensais de cette édition de Royal Rumble 2025. J'espère que ça vous plaira. Je vous invite bien évidemment à faire vos commentaires en bas de la vidéo, liker aussi cette vidéo au plus grand nombre. C'est important pour moi. Dites ce que vous voulez, ce que vous avez pensé du Rumble, déçu, pas déçu, vos notes, etc., etc. Dites ce que vous en pensez, toujours dans la bienveillance bien évidemment. Comme je l'indique sur cette vignette, prochain rendez-vous le 23 février. Ce sera les pronostics du coup de l'Elimination Chamber à Toronto. Voilà, il y aura forcément pas mal de choses qui seront passées entre temps. On y verra sans doute un petit peu plus clair par rapport aux gros matchs qui nous attendent à Mania. En tout cas, merci pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve donc très bientôt. Passez une excellente semaine et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas et plus que jamais, vive le catch et cero miedo. Ciao à tous.